Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier à la liberté et des gros billets. Et il y en a qui ont connu peut-être le business en bagnole. Et ben moi, c'est le business en business class. En fait, je suis en train d'enregistrer directement cette introduction depuis. Je suis au-dessus de la mer, je suis pas loin du Groenland. Et en fait, j'ai sorti mon matos parce que pour une fois, voilà, vous le savez sûrement, je voyage beaucoup. Là, pour une fois, j'ai pris un petit billet en business class. J'ai de la place, je suis tout seul, je gêne personne. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour enregistrer parce que ensuite je vais être en vacances, je vais être bien occupé. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour enregistrer cette petite intro de podcast. J'espère qu'on n'entendra pas trop la soufflerie et puis les moteurs de l'avion, mais normalement, je le passe toujours dans des logiciels. Et puis mon micro, il est pas mal pour isoler le son. Donc voilà, c'est du jamais vu. J'ai fait une petite vidéo, si vous voulez la voir, de quand j'enregistre, de mes conditions d'enregistrement de ce podcast, cette intro de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de débuter l'activité de marchand de biens avec Roman. Et en plus, c'est marrant parce que lui, il descendait de l'avion au moment où on a enregistré l'épisode. Donc voilà, je ne vais pas vous garder très longtemps dans cette intro parce que voilà, c'est le mois d'août. Pour info, j'attends un compromis depuis plus d'un mois, donc on va voir où ça en est. J'espère qu'il n'y aura pas de surprise parce que ça serait dommage de perdre, enfin d'avoir perdu un mois pensant qu'on a un projet qui est sur les rails, en fait, parce que j'ai pas eu les documents encore. Donc, bien analyser toujours les documents. Et pour les membres de l'Académie des Gros Billets, vous avez toujours des vidéos qui sortent en continu. Donc les dernières vidéos que j'ai fait au moment où j'enregistre, c'était une vidéo sur comment décrocher une visite et comment bien préparer à l'avance la négociation d'un bien. J'avais aussi fait une vidéo sur le top 8 des erreurs à ne pas faire quand on est en phase de négociation. Et j'avais fait aussi une vidéo sur sur 2 choses sur l'intelligence artificielle. Donc la première, c'était sur comment, générer une image et puis, comment s'en sortir dans les méandres, de ça. Et la deuxième, c'est, comment servir de l'intelligence artificielle pour trouver très, très vite une info, sur YouTube sans avoir à voir une vidéo pendant, 30 minutes, donc grâce à l'intelligence artificielle. Donc si, vous voulez nous rejoindre sur l'Académie des Gros Billets, vous allez sur mon site www.grosbillets.com. Vous avez toutes les infos et sur ce site, vous avez aussi un guide gratuit sur, le 8 exemples, d'utilisation de l'intelligence artificielle pour, quand on est investisseur. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais personne s'en sert. Enfin, j'ai l'impression que presque personne ne s'en sert efficacement dans son métier. Donc, si vous allez sur YouTube, vous allez avoir plein d'exemples d'usage, mais je trouve que c'est pas des exemples qui sont très appropriés à nos vies d'investisseurs, nos vies, de personnes, voilà, qui ont plusieurs activités. Donc, moi, je m'en sers pour le podcast, je m'en sers aussi si vous me suivez depuis longtemps, j'ai une activité, à côté et j'ai aussi, bien sûr tout ce qui est autour de l'immobilier. Donc je me sers vraiment de l'intelligence artificielle dans tous les domaines, plus un peu dans ma vie privée. Donc je vous explique, tout ça dans l'Académie des Gros Billets. Donc si vous voulez nous rejoindre pour l'Académie des Gros Billets, donc c'est vraiment le meilleur endroit si vous voulez multiplier vos sources de revenus parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous les mois, on a tellement de frais fixes qui sortent que si on n'augmente pas ses revenus, voilà, en ayant le plus de revenus possible, je trouve, dans un temps limité, en fait, on n'arrive jamais à créer un gros patrimoine parce qu'en fait, il y a trop d'argent qui sort, les assurances de la voiture, l'emprunt ou le loyer, de sa résidence principale. Voilà, la nourriture, si on a 4 sources de revenus dans la journée ou une seule, c'est pareil. Donc voilà, je trouve qu'il y a trop de dépenses tous les mois et en fait, c'est qu'en multipliant les sources de revenus que, on arrive à se constituer un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire, atteindre le 1 000 000 d'euros, puis éventuellement 2 millions, 3 millions. Donc c'est pour ça, si vous rejoignez l'Académie des Gros Billets, je vous explique tout, je vous explique la bourse, je vous explique comment négocier un bien immobilier. C'est comme ça qu'on arrive à avoir les meilleurs rentas et aussi à faire les meilleures affaires pour ensuite, quand on revend, vraiment encaisser des grosses sommes. Moi, j'ai réussi à encaisser, il y a 2 biens que j'ai détenus où j'ai encaissé plus de 5 000 € par mois durant la durée de détention. Voilà, c'est tout ça parce que j'avais très, très bien acheté. Je vous explique ça, je vous explique comment changer de vie grâce au podcast. Voilà, ça peut vous faire un revenu complémentaire ou rencontrer, plein de personnes, formidables comme ça a été mon cas. Justement, l'intelligence artificielle, on, on passe pas mal de temps dessus et un autre moyen aussi, c'est, de bien, utiliser sa résidence principale, pour, générer de l'argent. Je trouve que c'est un des moyens les plus simples et qui demande le moins d'investissement. C'est en fait de louer sa résidence principale quand on n'est pas là et d'ailleurs, j'ai enregistré un épisode de podcast privé, pour ceux qui sont, membres du podcast privé. Ça sortira dans une semaine sur, avec,
avec Nico, qui a 1 million d'euros de plus-value latente sur sa résidence principale et qui génère 70 000 euros de plus-value avec sa résidence principale. Donc, vous avez accès à toutes mes formations, une communauté privée. Vous pouvez m'appeler 4 fois. Vous avez le droit à un de mes livres dédicacés. Vous avez le droit aussi à un livre audio sur tout le process de l'investissement locatif que j'ai mis beaucoup de temps à écrire et qui a été lu par une pro. Et donc, merci. Il y a la gentille hôtesse qui me donne une glace. Et donc, vous avez accès à tout ça en rejoignant l'Académie des Gros Billets. Vous commencez quand vous voulez, vous pouvez arrêter quand vous voulez. C'est moins cher que j'ai vu sur Amazon. On peut avoir une sorte de boîte pour stocker son argent qui est dans la catégorie objets inutiles. Donc voilà, pour moins de 40 euros par mois, vous avez accès à tout ça. Vous pouvez commencer quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Dès lors que vous nous rejoignez, ben, vous avez accès directement à toutes les formations, à la communauté privée. On poste aussi, donc là, il y a eu des posts sur un projet à plus que 12% de rentabilité, aussi sur comment gérer tous ces biens locatifs quand on commence à en avoir plus d'une dizaine. Il y a pas mal d'investisseurs avancés qui sont dans la communauté des gros billets. Autant avec Michel, on accompagne et ça nous fait trop plaisir des investisseurs débutants. Autant j'ai l'impression que dans l'Académie des gros billets, il y a à la fois des débutants et puis des investisseurs qui ont au moins 10 lots, si c'est pas plus. Donc merci à tous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre www.grosbillets.com. Et puis vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Vous m'envoyez un petit message par email, info@bbpatron.net ou par Insta. Voilà, on se retrouve avec Roman. On va parler de comment débuter dans l'activité de marchand de biens. L'activité de marchand de biens, c'est une activité qui permet d'encaisser tout de suite des gros montants et d'accélérer énormément. Donc, c'est toujours très intéressant. Par contre, bien sûr, c'est pas une activité qui s'improvise. Et bonjour, bonsoir à tous. Et pour une fois, c'est pas moi qui sors de l'avion. Aujourd'hui, on enregistre un peu plus tard que prévu, de mon fait également, mais on est avec Roman. Salut Roman, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien et toi? Yes, ça va super bien. Et en fait, c'est souvent, voilà, dans la vie, on met le doigt quelque part et puis après, on sait jamais où ça s'arrête. Donc toi, tu m'as contacté parce que en fait, tu connais deux des invités que j'ai pu avoir sur le podcast et deux invités des plus insolites, hein, en la personne de Badis et de Jean Bulon. On a vu là qui revenait de Hong Kong. Bon, je sais pas quand l'épisode il sera diffusé, mais en tout cas, comme quoi le BMX, ça permet de bien voyager et d'en vivre. Et donc aujourd'hui, on va parler. En fait, tu t'es lancé il n'y a pas longtemps en tant que marchand de biens. Moi, c'est vrai que dans le podcast, j'ai toujours essayé d'avoir des parcours assez diversifiés d'investisseurs, des gros, des petits, des plus avancés, des moins avancés, et puis aussi avec des objectifs différents. Donc on va parler de ça. Je te laisse te présenter rapidement. Et tu sais, souvent la première question que je pose, c'est quel métier ingrat tu as pu faire? Parce que là, tu as dit bye bye patron. Et puis, je sais que aussi, tu m'as dit en off qu'à un moment, le patron t'avait un peu dit bye bye. Peut-être tu peux Ouais, c'est ce nous qui en m'a poussé parler. un petit peu à me lancer. Ouais. Et puis après, on va voir comment ça se passe. Eh bien, bonjour à tous. Merci en tout cas Thibaut de me recevoir sur ton podcast. C'est avec grand plaisir que je viens ce soir. Je m'appelle Roman, j'ai 33 ans depuis quelques jours. C'est pour ça justement que je reviens de Londres. J'ai fêté mon anniversaire là-bas. Ok. Je suis de Claquer des gros Clermont-Ferrand. billets, hein. C'est ça, hein. Faut bien se faire plaisir un petit peu. Je suis de Clermont-Ferrand du coup, comme Jean. Où j'ai justement toujours grandi et où j'exerce du coup mes activités professionnelles. Où aujourd'hui, j'exerce donc deux activités. Une activité de consulting en immobilier, où j'accompagne justement des particuliers sur leurs projets de construction, rénovation et acquisition. Et depuis un an, une activité de marchand de biens. Donc, c'est deux Ok. activités que j'exerce à mon compte. Et voilà, donc comme on le disait en off tout à l'heure, voilà, je suis à mon compte depuis maintenant 3 ans parce que j'étais un petit peu poussé par mon ancien employeur à me mettre à mon compte. Donc voilà, ça a été fait un petit peu contre mon gré, mais aujourd'hui, je le remercie vraiment de m'avoir poussé, m'avoir poussé C'est le cadeau un petit caché. peu à la porte. Souvent, Exactement, exactement. souvent on entend parler de ça. Et effectivement. Et tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Donc, toi, peut-être après, on switchera sur comment ça a commencé de l'activité des 10 ans. Mais un peu là, les 3 ans, il y a 3 ans, pourquoi il t'a. Enfin, peut-être, est-ce que tu as débriefé ou pourquoi il avait des problèmes financiers? Il en avait un peu assez de payer les charges patronales. Il voulait plus C'était de flexibilité. C'était quoi le projet en fait?
C'était un petit peu ça. C'était surtout pour des raisons forcément économiques, où voilà, les charges patronales étaient quand même assez élevées. Dans l'idée, c'était voilà d'alléger un petit peu sa structure salariale et finalement de travailler essentiellement avec des indépendants, surtout sur la partie commerciale. Donc voilà. Donc on s'est entendu justement euh, administrativement parlant, donc pour que je puisse quitter la structure et revenir par la suite en tant qu'indépendant. Chose que je n'ai jamais faite. Je me suis lancé et finalement, je me suis dit que c'était peut-être une opportunité qu'il fallait que je saisisse. Et depuis, voilà, ça fait 3 ans maintenant que Ok, je suis lancé. ok, super. Et du coup, voilà, comment tu l'as vécu un peu? Ça a été un déchirement où tu t'es dit, bon, c'est le moment de passer à autre chose, ou tu t'es dit, bon, comme dans les couples, là, c'est c'est un des deux qui est plus trop motivé, c'est pas forcément la peine de s'acharner, quoi. Exactement, ouais. C'est sûr que quand tu t'investis, que ce soit dans ton couple ou au boulot, tu t'investis pour ton job parce que c'est ce que tu aimes faire. Tu t'investis pour une société qui n'est pas forcément la tienne. Et finalement, du jour au lendemain, enfin, ouais, tu vois ça un petit peu comme une trahison. Tu dis bon Hmm. bah finalement j'ai toujours tout fait pour que ça se passe le mieux possible et finalement du jour au lendemain hop on te fout un petit peu enfin on te pousse vers la sortie. Donc c'est sûr qu'au début c'est pas quelque chose d'évident, ça c'est certain, parce qu'on a une sécurité en termes au niveau du salaire, hein, toutes les fins Hmm. de mois tu as ton salaire qui tombe, tu te poses pas la question et finalement du jour au lendemain tu dis bon là il va falloir que je continue, mais il va falloir générer mes propres revenus. Hmm. J'ai personne derrière pour m'assurer ma sécurité. C'est comme ça qu'on devient adulte, hein, je crois, aussi un peu, hein. Ouais, ouais, Ouais. exactement. Et d'ailleurs, ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu, mais je pense que c'est un vrai point. Là, tu l'as dit, donc tu t'investis pour une société qui est pas la tienne. Après, un autre point, je pense que c'est qui est important de soulever, qu'on soulève pas souvent, c'est quand même tu es à ton compte, il faut quand même de temps en temps prendre, enfin, en tout cas, c'est mon avis, prendre un peu des bénéfices parce qu'il y a des gens qui vont tellement tout le temps pousser. Ça dépend de l'activité que vous faites. C'est sûr que si t'as peu de charges, ça va, mais il y a des métiers où en fait tu vas tout le temps investir, investir, investir pour grossir et puis un jour tu as un couac, tu as quelqu'un qui te paye pas ou quoi, et puis tu perds 10 ans de boulot. Ça peut aussi arriver, hein, mine de rien. Donc pensez à profiter aussi un peu de. Enfin, la vie de toute façon c'est toujours un équilibre entre je vais mourir demain ou je vais vivre toujours. Et les sociétés c'est un peu pareil quoi, hein. Donc Ouais, c'est là toute la difficulté justement de ouais. réussir à trouver un équilibre pour réussir à vivre d'un côté et éviter de trop bosser parce qu'à Mm. son compte finalement on se rend vite compte que bosser 7 sur 7 c'est pas un souci et Mm. faut réussir en fait à s'imposer quelques limites et penser un petit peu à soi. Yes. Et c'est pas évident, hein. Et quand on a des apparts, c'est pareil, parce que le temps, c'est de l'argent. Et là, je sais pas quand je diffuserai l'épisode, mais ce soir, il y a par exemple un match de foot et je t'ai invité à aller le voir. Et puis j'ai refusé Pendant le parce que, match. parce qu'en fait, hier, enfin, tout le week-end, j'étais sur un appart, je suis rentré éclaté. Et je disais, c'est bon, faut que je me repose un peu. Donc voilà. Ok, super intéressant. Et donc, ton métier, comment t'en es arrivé à ce métier? Tu peux dire, donc c'était il y a 10 ans. T'avais donc, c'est quoi exactement le conseil donc aux particuliers dans l'immobilier que tu exerces? C'est quoi exactement? À la base, en fait, j'appelle ça du conseil, mais c'est comme si c'était commercial en fait. C'est un métier de commercial. Donc il y a 10 ans, je me suis lancé en tant que commercial dans la maison individuelle. C'est-à-dire que j'ai bossé pour des constructeurs, maîtres d'œuvre, où je vendais des projets de maisons à bâtir sur plan. Donc maison à bâtir, projet de rénovation. Donc ça c'est venu petit à petit. Donc ça durant 7 ans en tant que salarié, où j'ai pu bouger voilà entre maître d'œuvre, constructeur de maison et promoteur également. Donc j'ai pu toucher vraiment à tout, que ce soit construction de maison, rénovation d'appartements, de maisons, division foncière, voilà, prospection de terrains à bâtir pour mes clients. Enfin voilà, j'ai vraiment touché à tout. Donc tout ça en tant que voilà donc salarié et c'est quelque chose que je poursuis donc aujourd'hui Ok. également. Et donc ton métier, enfin, pour faire clair, donc toi, tu vas essayer de trouver des constructeurs. Enfin, tu dois trouver des clients dans les deux sens, entre guillemets, c'est ça. Donc tu dois trouver en amont le constructeur et en aval Non, le je client. dois surtout trouver de clients parce que mes Ouais. partenaires, je les ai déjà. Donc, c'est plutôt trouver le Ok. client qui a un besoin de chercher un bien immobilier, qui est au début de ses recherches ou même en transition. Quelqu'un qui veut passer d'un appartement, qui vient de vendre son bien, qui souhaite, voilà, qui est sur le point d'acheter une maison, mais
qui gère pas du tout les travaux, il y connaît absolument rien et il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Donc, c'est mon rôle justement, c'est de l'accompagner durant toutes les démarches, que ce soit administratif ou même sur le suivi de travaux. Donc après, j'ai des partenaires justement qui s'occupent de ça. Et Ok. l'idée en fait, c'est vraiment de les accompagner et qu'ils aient un seul interlocuteur en fait pour gérer l'ensemble de leur projet. Du chantier, du chantier de construction, par Du exemple. chantier, des démarches administratives, voilà. C'est Ok. vraiment pour les aider de ce côté-là, parce que on va dire que C'est hyper lourd. l'immobilier, c'est quand même assez, ouais, assez lourd, assez vaste. Et quand on n'y connaît pas grand-chose, même si on a Internet aujourd'hui, c'est toujours bien de se rapprocher d'une personne qui fait ça régulièrement. Ok. Et toi, concrètement, tu fais, donc je suppose que tu fais pas le maçon. Tu fais, Non, tu non, fais quoi vaut en mieux pas, fait? vaut mieux pas, vaut mieux pas. Moi, je suis en amont de tout ça, justement. Ok. Je suis justement là pour accompagner les gens pour effectuer les premiers devis. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé le bien, ou que je peux également les aider à trouver le bien dont ils cherchent, c'est de les aider justement à anticiper ce qu'il va falloir effectuer en travaux de maçonnerie, couverture et tous les autres corps d'état, et de les accompagner sur les devis. Voilà, donc de faire deviser chaque travaux pour voilà, pour pas qu'ils aient de surprise en tout cas durant leurs travaux. Et après, j'ai des partenaires justement qui s'occupent du suivi de chantier. C'est pas moi qui gère le chantier sur Mhm. ces projets-là. C'est quelque chose que je délègue, mais je m'occupe de toute la partie en amont. Et après, je Ok. délègue la partie suivi de travaux jusqu'à la réception. Et après, on me retrouve généralement pour la remise des clés, pour l'apéro en fin de chantier. Ok. Et tout l'urbanisme et tout, c'est toi qui fais aussi? Les Exactement, je déclarations et travaille tout. là-dessus, ouais. Ouais, ouais, Ok. ouais. Ouais, donc là aussi, je travaille avec des gens qui gèrent ça au quotidien, mais j'accompagne mes clients là-dessus. Ouais, Ok. ouais, ouais, tout à fait. Et, Donc, et les travaux, tu as une sorte d'obligation contractuelle de respect du budget ou comment ça se passe en fait? Enfin, qui est responsable de quoi en fait? bien sûr, c'est toute la difficulté justement de réussir à anticiper tous les travaux en amont pour pas que les gens aient de surprise. Forcément, une fois que tu as contracté ton crédit, l'idée c'est pas Mhm. qu'il y ait de surprise, même si bon, je pense que il y en a plus d'un qui serait d'accord avec moi, c'est que quand tu démarres un projet de rénovation, quand tu démolis, c'est pas forcément ce qu'il y a dessous, tu as des surprises. Donc j'essaie justement de prévoir ce budget d'aléa qu'on touche pas forcément, mais dans l'idée c'est de d'optimiser un maximum le chiffrage en amont et d'éviter toutes ces surprises justement et d'optimiser voilà et que le budget soit respecté. Ok. Et tu peux nous parler un peu, parce que moi, autant les investissements, je connais assez bien, autant les résidences principales, bah, dans sa vie, forcément, on en achète pas tant que ça. Et c'est vrai que moi, c'était quoi, il y a 2 ans, je pense, j'ai racheté une résidence principale, euh, alors que j'avais déjà, je sais pas, acheté plusieurs dizaines d'appartements pour Ouais. louer. Mais je savais, et en fait, je m'étais dit, mais en fait, tu sais pas vraiment acheter une résidence principale. Enfin, moi, je sais acheter des biens à louer ou à revendre éventuellement. Et bon, il y a beaucoup de mécanismes qui sont similaires, hein, de toute façon. Enfin, moi, c'était chercher la bonne affaire dans laquelle je me Mhm. sente bien. Il y avait ce point supplémentaire. C'est quoi les critères de recherche, tu dirais Et du coup, moi aussi, vu que je voyage beaucoup, j'ai pas de maison, j'ai jamais prévu d'en avoir, j'ai pas le temps Ouais. de faire le jardin, la gouttière, la déchetterie le samedi et tout ça. Euh, C'est quoi les critères des gens quand ils achètent? Parce que je pense que par contre, beaucoup de personnes souhaitent par exemple habiter dans une maison. Ouais. Euh, c'est quoi les critères de recherche du terrain et pareil, j'ai jamais fait construire de maison ou quoi. Mhm. C'est quoi un peu le critère des gens généralement ce qui est bloquant ou non ou la perle rare, c'est Ouais, non, je dirais que le critère numéro un, que ce soit même en investissement locatif hein, ou même en résidence principale pour des clients qui veulent faire construire, c'est la localisation. C'est le critère, Mm. c'est Bien que les sûr. gens forcément veulent être à proximité ou en tout cas pas très loin de leur boulot, on va dire 15-20 minutes en voiture, que le cadre soit agréable avec de la vue si possible, au calme, voilà. C'est des critères en tout cas qu'on retrouve en général. Après, chaque client a ses exigences, mais en général c'est beaucoup ce que je Mm. retrouve. Ouais. Et la belle-mère, je pense la belle-mère. Alors, je sais pas si c'est proche ou loin, mais quand on a des enfants, j'ai l'impression que la belle-mère, Ça c'est. dépend pour qui, ça dépend pour Ça qui, ouais. dépend. J'ai un bon ami, là, il écoute parfois le podcast. Là, il va acheter une maison alors qu'il habitait plus ou moins gratuitement dans une maison. Et je dis, pourquoi tu déménages? Et il dit, la belle-mère, elle habite à 200 mètres de chez lui, il en peut plus.
Il est prêt du coup à prendre un emprunt de plusieurs centaines de milliers d'euros pour aller à 15 minutes de chez la belle-mère. Donc, ok. Bon, ça va, si Euh, c'est 15 minutes, ça va encore. ouais, oui, 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 ça va, parce qu'après, il faut quand même de temps en temps pouvoir refiler les rejetons. Ok. Et sur les chantiers, peut-être, bah, donc tu dis, en fait, tu fais tout pour te couvrir sur les aléas. C'est quoi les aléas qu'on peut avoir qui coûtent vraiment cher entre justement le moment du. Je sais que par exemple, un truc qui coûte cher dans les vieilles constructions, c'est les poutres. Si tu as une poutre euh, pourrie, en fait, ça peut coûter super cher. Et Ouais, c'est c'est ça, c'est un tout des ce qui est points que structurel, tu. hein. Mm. Ouais. C'est tout ce qui est structurel. Tu vas démolir toutes les cloisons d'une maison, tu vas te retrouver peut-être avec quelque chose qu'on n'a pas, enfin, qui n'a pas été anticipé avec un mur porteur en plein milieu ou un poteau qui était vraiment caché et qui te gêne justement pour distribuer la maison en fonction de l'agencement qu'on avait prévu suite à la rénovation. Ça peut être cet élément-là. Un élément alors, qu'aujourd'hui on peut quand même réussir à anticiper sur de la construction par exemple, c'est surtout les fondations. Aujourd'hui, tu as un terrain à bâtir, il y a des études de sol qui sont faites, mais c'est justement des précautions qu'il faut prendre avant chaque projet. C'est là-dessus où tu peux vraiment avoir un gros delta au niveau de ton projet. Mm. Si t'as pas anticipé un budget sur tes fondations et que le jour où tu envoies le maçon et le maçon te dit non mais là moi je coule pas à cette profondeur, faut descendre 3 mètres plus bas. Euh, Là les clients viennent te voir en te Mm. disant non mais Roman là c'est pas possible. Enfin nous on n'alignera pas 30 000 euros de plus pour mettre Mm. des Ouais, fondations spéciales ou autres sur notre maison. Ça c'est pas possible. yes. Donc c'est toute la Ok. difficulté Ouais, ouais c'est qu'il vrai, faut. la dureté du terrain, je pense qu'on dit. Je sais que j'ai déjà entendu des gens qui voulaient faire construire. C'était un promoteur que je connaissais. Et en gros, le sous-traitant qui s'occupait des fondations, il lui avait dit, je peux pas te donner un budget tant que c'est pas fait. En gros, enfin, Ouais, tellement il était incertain sur les coûts que ça allait engendrer. bien sûr. Donc, Et ouais. même avec les études de sol qu'on peut faire aujourd'hui, il peut y avoir aussi des deltas. Alors ça, on minimise quand même, mais on peut avoir un petit delta entre ce qui est prévu et ce qui est fait en réalité. Après, on anticipe toujours et l'idée c'est d'optimiser, de prévoir un peu plus pour qu'on puisse baisser le budget par la suite. Yes. Ok. Tu peux nous raconter juste un peu le début aussi d'activité. Donc, toi, tu as quitté donc tu sais, les Américains, on dit qu'il y en a plein qui sont à 2 semaines de la faillite ou des trucs comme ça. Enfin, genre, s'ils ont pas, ils ont des paycheck loans là pour être juste pas contre Ouais. l'électricité dans les 2 semaines. Toi, forcément, je pense que quand tu as changé de statut, tu dois avoir un métier où tu es payé super tard, non, à la prestation que tu délivres. Tu es payé, je suppose, en fin de chantier par rapport enfin, entre le moment où tu trouves ton client et où tu es payé. Mm. Comment tu as Ouais, il géré y un peu a. ça? Alors, quand je me suis lancé, alors j'ai eu la chance, et c'est un petit peu la beauté de la France aussi, c'est de bénéficier du chômage pendant 2 ans. Ok. Donc ça m'a assuré une certaine sécurité. On va pas cracher dessus non plus, hein. Certes, on bénéficie d'indemnités qui sont bien inférieures du salaire habituel, mais ça permet en tout cas de se Ça a aidé lancer. beaucoup de personnes à se lancer et à payer ensuite Ouais, beaucoup ouais, d'impôts. complètement. Oui, ça c'est certain. Et Ouais. donc voilà, donc c'est le temps d'avoir son roulement. Le roulement qui met quand même Ok. pas mal de temps parce que le temps de trouver le client, que ce soit sur un projet de construction ou de réno, le temps d'étudier le projet, qu'ils trouvent la maison, qu'ils achètent, qu'on lance les travaux, il peut se passer facilement 6 mois. Mhm. Il peut se passer facilement 6 mois. Donc moi, sur la partie, on va dire accompagnement, je suis payé au démarrage de chantier. Ok. Voilà, parce que mon accompagnement, moi, se termine entre guillemets au démarrage de travaux, soit de la rénovation, de la construction. Donc c'est voilà. Donc mes honoraires, moi, sont noyés dans le projet global. Et voilà, moi, je suis payé en tout cas en début de travaux. Donc il C'est peut quoi? se C'est un passer pourcentage des facilement. travaux ou c'est une commission fixe que tu as? Qui te paye en Non, fait? c'est un pourcentage. Bah, c'est le prestataire. C'est le prestataire qui me paye en fait. C'est-à-dire Ok. que c'est par exemple le maître d'œuvre D'accord. qui va suivre le projet. Euh, c'est lui justement qui va me rémunérer sur la partie accompagnement. Donc c'est une partie qui est prévue dans les honoraires justement du maître d'œuvre. Donc après le Ok. pourcentage peut varier, ça dépend vraiment du coût du projet parce que si on m'appelle juste pour une rénovation de salle de bain, forcément je vais pas prendre 3 000 euros sur une Ouais. rénovation de salle de Ouais, bain bien qui va en sûr. coûter 7. Et Mais tu vas pas ça prendre dépend non vraiment plus du. 1% enfin,
faut que ce soit cohérent aussi, quoi. C'est Exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait. c'est Non, comme non, les c'est un agents immobiliers pourcentage sur les petits biens. Souvent, c'est des montants fixes qui demandent parce que le pourcentage, il tient pas la est route, tellement quoi. infime. Ouais, Hmm. totalement, totalement. Ok. Et c'est vrai que enfin, là, quand j'y réfléchi, tu sais pas trop ce qui est tu te dis parce que si c'était le client qui te payait sur base des honoraires ou je sais pas, ce serait, tu pourrais lui proposer peut-être le plus cher. Enfin, tu sais pas qui, ouais, il y a plusieurs jeux d'intérêt. Tu as aussi le constructeur, tu as le vendeur du terrain éventuellement. Enfin, tout ça, ça fait beaucoup de parties prenantes. Mais en tout Ouais. cas, la vente, c'est la base de tout, de tout commerce, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à découvrir dans la vie, mais soit tu sais vendre, tout le reste que tu sais faire, ça sert à Ça rien. sert pas à grand chose, ouais, c'est vrai. Mais ça C'est, s'apprend. c'est- Par contre, ça ouais, s'apprend. yes. Ok, très intéressant. Et du coup, là, on va parler de ton activité donc de marchand. Donc on est aux prémices de. J'ai eu un gros Seb Marcus, un gros marchand de biens quand même qui a engendré pas mal de millions, voire de dizaines de millions. Mais voilà, il y a chacun son parcours, chacun aussi au fond de son âge. On est à différents stades et puis c'est un métier qui intéresse beaucoup d'investisseurs, notamment au bout d'un moment quand tu commences à avoir fait. Alors je sais pas si c'est quand tu as trop de locataires ou quand tu as commencé à encaisser des vraies plus-values en revendant que tu te dis que ce serait pas idiot de faire ça. Mhm. Bah, ça, c'est un métier qui s'improvise pas, hein. Mais donc, comment ça t'est venu? Enfin, bon, ça, on s'en doute un peu maintenant avec ton parcours, mais raconte un peu ouais, Bah, le ça a chemin. été en fait, c'est en fait un peu un déclic. Il y a un peu plus d'un an où je me suis dit, voilà, quasiment 10 ans à accompagner des particuliers ou même des investisseurs qui Mm. achètent des biens et qui ont besoin de quelqu'un pour leur rénovation. Et 10 ans à faire ça et à me dire, finalement, si je le fais pour les autres, il serait peut-être temps que je pense un petit peu à moi. Et j'avais toujours mis en fait entre guillemets, ma carrière en priorité, sans penser à moi et à me dire, moi aussi, il faudrait peut-être que j'investisse de mon côté. Par exemple, en termes d'investissement locatif, tu en parles régulièrement, tu investis beaucoup sur du locatif. Moi, personnellement, ça a été un choix dans un premier temps, mais j'ai jamais investi sur du locatif. Pourtant, j'ai accompagné Mm. beaucoup, beaucoup de clients sur des projets locatifs. J'ai investi à titre personnel sur l'immobilier, mais jamais sur du locatif. Donc, c'était ça un petit peu le déclic où je me suis dit, il serait peut-être temps en fait que je le fasse pour moi. Et il y a un an, il y a un peu plus d'un an, pardon, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte justement et de me dire bon bah ok, go, par où il faut que je commence. J'ai déjà beaucoup de connaissances, en tout cas en termes d'urbanisme, sur tout ce qui est financement, détachement de terrain, rénovation, construction. En fait, j'avais beaucoup de connaissances, mais voilà, je le mettais pas à profit en tout cas pour Mm. moi-même. Donc, Ok. donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me lancer. Après un voyage d'ailleurs au Mexique, tu vois. Ok. Les voyages, ça permet. Moi, je pense que j'ai beaucoup d'idées dans les avions, en fait, parce que c'est un peu le seul moment où on est coupé de tout. Je sais que tôt ou tard, on aura Internet dans l'avion, mais pour l'instant, on l'a pas. Enfin, on peut l'avoir en payant, Tu peux l'avoir, ouais. mais moi, je me refuse un peu à le faire parce que c'est un peu le seul moment où mon cerveau, je sais pas, il range les idées et puis il y a pas mal d'idées qui reviennent. Et puis c'est pareil, quand on voyage, souvent on fait beaucoup de transports, beaucoup de bus, beaucoup de bateaux, tout ça. Et c'est un peu les seuls moments, en tout cas selon Ouais, c'est vrai. pour moi, où t'as des idées qui viennent et des réflexions. Et parfois tu te rappelles après même plusieurs années, ah ben c'est là où j'ai pensé à ça et tout. Bah, tu vois la preuve. Ouais, Et exactement. Tu prends du recul aussi. du coup, on commence par quoi quand on veut se lancer dans marchand? Moi, je suis pas marchand, donc la première question que je me poserais, c'est quel projet, combien ça coûte et combien ça rapporte. Mais je sais pas si c'est Ouais, si c'est la bonne ouais. approche. Je dirais dans un premier temps, il faut établir, on va dire, une stratégie. Une stratégie déjà financièrement. Financièrement, est-ce que tu es capable justement de subvenir à tes besoins pendant facilement, je pense, 2 ans. Au moins 2 ans avant de te verser un petit quelque chose. C'est pour ça que j'ai conservé cette partie consulting justement en Que tu immobilier. fais toujours. Exactement. C'est sur cette activité-là aujourd'hui que je vis et qui me permet justement d'investir sur la partie marchand de biens.
Donc tout ce que je vais générer en termes de marge sur mes projets, c'est quelque chose que je vais réinjecter quasiment intégralement. Il faudra bien sûr que je pense à me payer à un moment donné. Mais voilà, c'est déjà ce premier point-là, c'est se dire, OK, je vais me lancer, mais il faut que j'ai un petit peu de trésorerie pour subvenir à mes besoins sur au moins, allez, ouais, bien 2 ans. Bien 2 ans pour se lancer correctement. Et après, savoir sur quel type de marchand de biens tu veux te spécialiser. Il y en a qui font par exemple que du terrain. Mm. Ils sont dédiés à ça, ils sont lotisseurs. Leur truc, c'est que le foncier. Voilà. Ils veulent acheter des grandes parcelles, ils redivisent, ils lotissent et ils vendent, ils détachent et ils vendent lot par lot. Ça personnellement, j'en ai tellement fait que c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi aujourd'hui, je suis passionné par le bâti. La vieille pierre, c'est quelque chose qui me parle. Donc, j'ai décidé de me spécialiser plutôt dans le bâti, les vieilles maisons, les granges. C'est là-dessus où j'ai décidé de me spécialiser. Donc, c'est un point clé. Ça sert à rien, à mon avis, de partir dans tous les sens. Ouais, parce Il qu'il faut y a souvent partir ceux qui sur. font les terrains, il y a ceux qui font dans les grosses villes qui surélèvent, par exemple. Il y en a Ouais, qui divisent des logements aussi plutôt dans. Ça dépend aussi dans quelle zone tu es en fonction des recherches des personnes. Et il y a des personnes qui font de la rénovation, du coup, comme c'est exactement. ton cas, du coup. Ouais, ouais, ouais. Rénovation, donc partielle ou intégrale. Après, ça dépend de chaque projet. Donc, c'est déjà ouais de cibler, on va dire, ton type de produit sur ce que tu souhaites en tout cas te spécialiser. Et après définir ta zone de chalandise, et te dire bon ben moi aujourd'hui j'habite sur Clermont-Ferrand. J'ai décidé en tout cas on va dire d'avoir un rayon à peu près de 30 kilomètres autour de chez moi. Voilà. Mm. 30 kilomètres autour de chez moi, c'est déjà énorme. Déjà pour prospecter, parce qu'il y a beaucoup de prospection. On se rend pas compte comme ça, mais Mm. même sur des investissements locatifs, tu visites énormément de choses et tout convient pas. Donc, voilà, faut être patient et pas trop s'éloigner. Parce que Mm. si tu fais 100 kilomètres, ne serait-ce que pour faire une visite, vaut mieux rester à proximité de chez toi ou en tout cas de définir un secteur assez, enfin, on va dire un peu plus restreint. Ok. Donc ça, C'est on va trop dire que ça va être intéressant la ce que tu as première dit, étape. juste, je reviens dessus sur les 2 ans là qu'il faut pour se payer. Je pense que ça, c'est dans vraiment beaucoup de métiers, d'activités. Et en fait, l'immobilier, c'est ce qui permet, en tout cas l'immobilier locatif en partie, c'est pas parfait. Je pense que enfin, selon moi, en tout cas, vouloir vivre que de l'immobilier, en tout cas en longue durée, ça peut être quand même un peu une chimère parce qu'il en faut vraiment beaucoup, hein, si tu fais les comptes. Euh, Moi, ça fait bien longtemps que j'ai plus que 10 lots, hein, j'en ai encore racheté pas mal depuis. Et même à 20 ou 30 lots en longue durée, tu peux pas vraiment en vivre. Tu peux capitaliser du 5 000, 8 000, 10 000 euros par mois. Mais jusqu'à en vivre, si tu as moins de 50 ans ou 45 ans, c'est compliqué. Par Mm. contre, tu peux en vivre temporairement. Soit tu peux, comme toi, tu as pu avoir le pôle emploi de temps en temps, il y en a qui font ça. Et en plus, pendant ce temps, ils encaissent de l'immobilier. Il y en a qui font de la location courte durée sur beaucoup moins de lots. Et là, ils peuvent en vivre. Il y en a qui sont en différé d'emprunt. Et du coup, ça fait aussi, ça fait un bon moyen en tout cas. Ou alors, tu peux également vendre des biens à un moment pour lancer sur autre chose. Mais souvent, c'est un moyen, l'immobilier et pas forcément une fin. Voilà, après, tu capitalises des montants qui sont énormes, qui fait aussi que tu peux claquer, comme moi parfois, claquer tout l'argent qui rentre en dehors de l'immobilier certains mois, parce que tu te dis, bah, de toute façon, je capitalise, ça sert à rien d'épargner 1000 euros si je capitalise Et puis c'est un sur. petit peu ce qu'on pense, en tout cas, sur le marchand de biens. On entend enfin, souvent ce qu'on voit, même sur les réseaux sociaux, si tu tombes sur des marchands de biens qui, eux, brassent des millions. C'est un petit peu l'image qu'on a, en fait, du marchand de biens. Par exemple, sur des visites, quand tu te présentes en tant que marchand de biens, direct, les gens te regardent avec des gros yeux en disant, oh là là, ça y est, un marchand de biens, je vais me faire saigner sur le prix de vente. On te prend un petit peu pour un escroc, finalement. Et Hmm. l'air de dire ouais c'est quelqu'un qui va te saigner pour gagner des millions derrière alors que pas du tout finalement. Alors l'idée bien sûr hein, c'est d'en vivre et plus Bien que sûr. correctement, mais en tout cas quand tu te lances, c'est là comme je le disais tout à l'heure, ça fait 1 an maintenant, donc où je me suis associé hein, parce qu'on est deux. C'était aussi très important, je pense, sur un lancement, ça je l'ai pas cité tout à l'heure, mais se lancer seul sans connaissance, faut
c'est Parce quand qu'il y a même beaucoup de osé. responsabilités. Hein. C'est un métier où il y a Ouais, beaucoup de responsabilités. Et puis énormément. en plus, il y a l'argent. Je pense que ça, c'est un gros problème en France. C'est que il y a quelques personnes qui voient que l'argent et oublient toutes les responsabilités. Par contre, il y a beaucoup de gens qui pensent à toutes les responsabilités, à tous les impôts, à tous les et qui font rien de leur vie parce que ou alors et qui regardent même pas s'ils vont gagner de l'argent tant qu'ils sont dans les clous. Donc Là, c'est normalement, vous forcément payez quelque très chose peu d'impôts d'anticipé, hein, si hein. vous gagnez pas d'argent. Si vous n'avez pas de clients, vous payez peu d'impôts. Mais on en paye quand même. Ok. Et ouais, et du coup, l'association, bah, beaucoup de marchands, parce que forcément, j'en ai côtoyé un petit peu depuis le temps. Et Ouais. c'est apparemment la bonne façon de faire, c'est de rencontrer quelqu'un de plus expérimenté pour ses premiers projets De plus expérimenté ou en tout cas de quelqu'un de complémentaire. ou de Là, complémentaires. mon Hein. associé, bon, c'est avéré que c'est quelqu'un, c'est le meilleur ami de ma compagne justement. Donc, c'est à ce moment-là justement où on s'est rencontrés et lui, il m'a parlé déjà de ce métier-là. Donc, c'est ce qui m'a aussi donné un petit peu envie en me disant bon bah c'est quelque chose que je suis en mesure de faire finalement parce que j'ai les connaissances pour. Mais voilà, Hmm. il faut oser franchir le cap aussi. Donc l'association, tu parlais des points, des premiers points en tout cas à réfléchir quand tu veux te lancer, euh, c'est savoir si tu as possibilité de t'associer avec quelqu'un qui a déjà un pied dedans, parce qu'on va pas se mentir, quelqu'un qui a déjà fait du marchand de biens, il a déjà une certaine expérience, même si toi tu peux amener d'autres connaissances techniques que lui aurait pas forcément, c'est quelque chose d'important. Et réussir à s'associer avec la bonne personne aussi, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément Ok. évident de trouver quelqu'un qui soit complémentaire et avec qui tu peux t'entendre sur tous les aspects, parce que finalement, pendant un projet, il y a plusieurs phases, des phases de stress, Hmm. des phases où il faut gérer des aléas, euh, et c'est à ce moment-là justement où tu testes un petit peu ton associé, savoir si tu t'entends bien ou Hmm. pas, et savoir si voilà les problèmes peuvent se résoudre rapidement. C'est Donc l'avantage ça, c'est un point important. de l'association. Je sais pas si tu as lu le Ouais. livre Sapiens, là, c'est un livre bien Non. connu, et il dit que les hommes préhistoriques, quand ils chassaient le mammouth ou quoi, ils en savaient beaucoup plus l'un sur l'autre que la plupart des gens d'aujourd'hui sur leur compagne par rapport à... Parce que la vie, elle est beaucoup plus calme et simple, et c'est vrai que quand tu es associé, bah, il t'arrive plein de trucs, ça tombe jamais au moment où tu as envie, ou... Ok. Et ok, donc la zone de chalandise, entre guillemets, on l'a, c'est 30 km autour de chez toi. Je suppose qu'il y a un budget aussi auquel il faut faire très attention dans ces premières opérations et une marge également. Ouais. Ou... Bah, les marges, alors tout va dépendre on va dire du montant, on va dire de ta première opération. Disons que si t'es par exemple sur un petit studio, euh, je sais pas, c'est compliqué de parler en pourcentage de marge sur des Hmm. petits montants, mais disons que par exemple, En tout cas, tu prends un les- peu ton taux horaire, entre guillemets, ton risque et voilà, et tu regardes combien de temps. ouais, alors Voilà. le taux horaire c'est pas forcément évident parce que si tu ramènes tout au nombre d'heures où tu as bossé sur tes projets, je Ouais. suis pas sûr que tu sois rentable au Ouais. départ. Ouais. Je suis pas sûr que tu sois aussi rentable Yes. que ça, mais idéalement, idéalement, il faut essayer de viser, je dirais, au moins 20% de marge sur tes projets. Hmm. Voilà, au moins 20% brut de marge sur tes projets. Auquel cas, si des fois tu as des aléas durant le chantier, que ta marge est réduite, bah, tu sais que tu as quand même une petite marge de manœuvre au cas où. Si tu Hmm. pars sur 5-10%, si tu as quelque chose qui te plombe ta marge ou que tu finis même en négatif, ça a de quoi Ça va. te dégoûter ensuite de ton projet, hein. Yes. Ou alors de faire des mauvais choix, je pense. Ça peut aussi, voilà, s'il y a un truc qui, si admettons, tu as un imprévu qui coûte cher, après tu plus de budget pour un autre truc et du coup tu vas faire des mauvais choix Ouais, d'artisan ou complètement, de travaux et tout ça. tout à Ok. fait. Et donc, bah, toi, raconte un peu ta première opération. Et aussi, ce qui m'intéresse, donc, Clermont, c'est une ville, je dirais, à peu près moyenne en termes de prix au mètre carré. C'est pas les plus bas de France, mais c'est pas du tout les plus hauts. Donc, Non, je non, suppose non, qu'il y a non. il y a des choses qu'on peut faire à Paris Ah, bah, largement, bien sûr. ou à Nice qu'on peut pas faire à Clermont. Ah, bah, Donc, surtout que les budgets c'est où sont que tu quand même. cherches la marge en fait? Parce que tu vois, à Paris, c'est sûr que tu peux, enfin, là où c'est cher, par exemple, tu fais des super finitions, tu peux vendre des trucs à des prix, enfin, utiliser des très très beaux matériaux et tout. Ouais. Là où peut-être, ben, dans les villes moyennes, moi j'ai beaucoup d'appartements dans des villes moyennes,
les travaux, faut faire quand même très attention au budget. Donc, c'est où? Est-ce que dans ta zone, la marge, elle se trouve où? T'as l'impression, comment on la crée, entre guillemets? En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu cherches un projet de marchand de biens, il faut chercher la valeur ajoutée. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas trouver un appartement qui est complètement en ruine. La valeur ajoutée, ça va être de le rénover intégralement et de réussir à tomber sur un coût de revient qui soit inférieur au prix du marché pour dégager ta marge. Ça, c'est une première chose. Hmm. Sinon, ça peut être des plus gros projets. Par exemple, ma première opération, c'était c'était un tellement immobilier de 3 lots. Une maison d'habitation où que les propriétaires occupaient, une grange qui était sur le terrain et une autre petite maison où le bâti était sain, mais en tout cas tout l'intérieur était à faire. Donc là, c'est justement là où tu cherches la valeur ajoutée. Tu te dis bon bah ok, bah là tout se dessine. Tu peux diviser en 3 lots. Chaque maison a son propre accès, a son stationnement, a un extérieur. Donc la valeur ajoutée c'est ça finalement, c'est Hmm. d'avoir 3 habitations. Et après libre à toi de vendre la maison dans l'état, de la rénover, de détacher justement et de vendre la grange d'un côté sans rien faire. Voilà, après tout se calcule. Si t'as pas Ok. forcément les moyens, ça peut être justement un détachement. Juste de Tu faire un laisses tout peu dans l'état. l'administratif et puis ensuite. Exactement. Voilà, tu fais pas de travaux. Et dans ces cas-là, tu revends après dans l'état, mais tout se calcule. Voilà, tu prévois bien sûr le montant suffisant pour faire les travaux par la suite pour ceux qui viendront acheter en tout cas après toi. Ok. Et du coup, je pense que tu fais une sorte de rétro-planning. Le plus simple à connaître, c'est plus ou moins le prix de vente. Oui. Ça, c'est assez clair. Et du coup, tu sais à peu près estimer les travaux et ensuite tu fais ton offre d'achat sur base C'est en ça. tout cas, tu as un montant maximum que tu peux pas dépasser forcément. C'est ce qu'on appelle un chiffrage en macro, c'est-à-dire que lot par lot, tu viens estimer le coût de tes travaux et en fonction de cette estimation, tu vas pouvoir effectuer ton offre d'achat justement. Ouais. Ok. Et toi, comment tu as décidé? Donc là, les biens, vous les avez rénovés intégralement? Vous les avez, euh, Vous les avez revendus juste détachés? Comment tu as décidé, toi, de ce que tu allais faire? Non, alors sur ce projet-là, en fait, tu as les 3 cas de figure. La grange, donc elle a été détachée, mais on a fait tous les travaux de gros œuvre. Donc tout ce qui était maçonnerie, un petit peu de couverture, les fenêtres et le crépi. Tout l'intérieur reste à faire. Donc Ok. là, on revend hors d'ordre d'air. La petite maison, il y avait déjà le gros œuvre et la toiture de Seine. On a refait tout l'intérieur. Isolation, fenêtres, placo, électricité, voilà. Ça, c'était du clé en main. Donc là, d'ailleurs, c'est une maison qui est bientôt sous compromis. Et la maison principale, on a fait du coup, on va dire un gros rafraîchissement. Des peintures, on a refait une salle de bain. On a essayé d'optimiser un petit peu les espaces. Ok. Voilà. Et donc on redétache en 3 lots. Ok. Intéressant. Tu pourras vendre à des youtubeurs. T'entends, j'en vois des youtubeurs, des couples qui achètent des granges et qui refont tout pendant 4 ans là en exploitant la famille, les potes et tout. C'est vrai que le rendu il est top, mais je me dis waouh, punaise, t'as moyen de faire pas mal d'ennemis. Et Alors pour ça, peu que ça tu peut être fasses du sous-traité. marchand, tu sais, tout le monde t'as des gratos, hop, vas-y, je la revends, je prends 400 000 balles. Et ok. Et là, du coup, donc tu as dit la première, elle va être sous compromis. C'est quoi? Tu as des acheteurs? Ouais, Vous avez ça des y est. discussions sur quel sujet encore? Ça y est, non, là, la petite maison est sous offre. Donc là, on a défini le prix de Ok. vente. On attend du coup une date pour le compromis. Et les 2 autres biens sont encore en vente. Alors c'est tout frais, hein. Ça fait même pas 3 semaines que c'est en vente officiellement. Donc voilà. Les visites continuent, mais c'est encore en cours. Ok. Et tu peux je sais pas si tu veux le dire, mais d'après vos calculs, la marge, ça va être de combien sur ce projet? Si, bah, je peux en parler. C'est un projet qu'on a acheté. Je vais arrondir, hein, c'est plus simple. Ouais. On a acheté 200 000 euros. On a mis 100 000 euros de travaux. Ok. Et là, pour le coup, on est bien plus que 20% de marge. On serait à un peu plus de 30. Donc, on Ok. serait sur un prix de revente, du coup, à quasiment 400 000. Ce qui Ok. permettrait de dégager environ 100 000 euros, en fait, de marge sur ce projet-là. Ok.
Et toi, dans tes coûts, t'as les frais de notaire qui sont réduits, c'est 2%, c'est ça? Ouais. À peu près 2-3%. Ouais. Ok. 2-3%, à savoir que tu as un engagement de revente. C'est pour ça que tu as des frais de Hmm. notaire qui sont réduits quand tu achètes en tant que Ok. marchand de biens. Ensuite, tu as fait un emprunt ou vous avez fait ça sur fonds propres? Une grosse partie en fonds propres, mais on a financé les travaux avec un emprunt. Donc là Ok. aussi, au niveau des emprunts, ça fonctionne pas tout à fait comme du particulier. Un particulier va emprunter aujourd'hui. Bon, les taux commencent à baisser un petit peu, mais on va dire, aux alentours de 4%, on va dire. 3,5%. Ouais. Combien? 4, je Ouais, sais pas, j'aurais dit, ouais. ouais, Enfin, 3,5-4%, c'est à peu près ça. hmm. Alors que là, sur du marchand de biens, tu as une partie fixe, mais aussi une partie variable qui est, on va dire, on appelle ça un index qui s'appelle le Euribor, et Hmm. qui varie, En qui varie fonction justement. Donc, des taux du marché. voilà, c'est ça. Donc voilà, qui va varier durant toute la période où tu auras besoin de ce financement. Et après, ils prennent un spread, on appelle ça souvent, enfin une marge bien plus Bien sûr. importante. La banque, toi, t'as pas 4%, t'as souvent 2%, 2% de plus, c'est ça? Plus ou moins? Là, sur ce projet, c'était il y a un an, je crois qu'on était à 3 même, hein. Mm. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et ensuite, tu as plusieurs assurances, hein, je pense qu'il faut avoir. Ouais, ouais, ouais. Tu peux nous dire quelles sont-elles et puis combien ça coûte à peu près? Tu as une assurance, alors, qui est, ça doit être pareil que pour du locatif, hein, tu as une assurance propriétaire non occupant. Donc Hmm. là, qui est dédiée au bien. Donc là, il faut que tu l'assures même si tu l'occupes pas. Et ensuite, tu as une responsabilité professionnelle Hmm. qui est calculée en fonction de ton chiffre d'affaires, mais quand tu démarres, c'est à peu près 400 euros par an. Ça peut Ok, le faire. ah, ça va. Ok. Et après, par rapport à, vu que tu revends en tant que professionnel, toi, tu restes engagé s'il y a des malfaçons et tout ça. Ouais, oui, 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 justement. Donc, T'as toutes les décennales donc des artisans qui interviennent. ok, Et ensuite, bien sûr, tu as ta responsabilité. Donc, s'il y a un souci dans les 10 ans à venir, forcément, tu as ta responsabilité malgré tout. ok. Donc toi, tu te bases sur ton risque, il est quand même gros, beaucoup couvert par la décennale des artisans qui ont travaillé. Mais après, Ouais, mais toi, t'as quand même de toute façon, c'est toi qui seras attaqué. Plus l'artisan, il peut partir à la retraite, il peut faire exactement. Alors faillite, après, c'est ça. Alors après, tu as quand même la décennale qui couvre, même s'il fait faillite, il a quand même payé Hum, son assurance au moment où il est intervenu. Mais t'es engagé, hein, t'es engagé. Donc c'est pour ça hum. qu'il faut bien réfléchir et pas partir sur n'importe quel projet, même si ça a l'air vraiment alléchant sur le coup. Faut bien réfléchir et faire les choses correctement. Ok. Ok. Et du coup, et pour trouver le terrain, ça a été simple, ça a été, combien de visites, Alors, souvent, ça passe pas par le bon coin, je pense, les plans et ben là les, sur ce projet, pour le coup, alors ça faisait. Alors, ce que j'ai mon associé qui était encore lui en activité, donc ce qu'on faisait, c'est que moi j'avais plus de temps que lui pour effectuer des visites. Donc Hum, c'est moi qui faisais les visites dans un premier temps, mais quand on a décidé justement de s'associer, on a trouvé en un mois et demi, ce qui est en ok. soi très rapide et on a fait, enfin en tout cas moi j'ai fait une quarantaine de premières visites, ce qui est pas énorme, ça fait à peu près une visite par jour, donc c'est pas tant que ça et j'ai trouvé en fait le bien sur LinkedIn. Ok. Je suis en fait les agents immobiliers du coup du secteur, alors pas tous, mais une bonne partie. Ok. Et en fait, il y a un agent qui a posté une vidéo de ce bien-là, et je me suis dit bon, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Il y a une grange, une maison, mais sur le coup, j'y suis allé sans me dire c'est vraiment ce projet-là, parce que Hum, j'avais tout se dessinait pas facilement sur sa vidéo. Et finalement, j'ai dit à mon associé, bah tiens, il y a un truc qui est intéressant. Si tu finis un peu plus tôt ce soir, on va y aller ensemble pour une fois. On va faire la première visite hum. ensemble. Et on est arrivé sur place. On a ouvert la porte et finalement, on s'est dit, ouais, c'est ça, c'est le premier projet. Ça s'est dessiné très rapidement. Ok. Ok, top. Et là, est-ce que vous êtes déjà en recherche d'un nouveau projet ou vous attendez de Bien sûr. tout? Ok. Non, 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 on a déjà deux autres projets. Ok. Donc là, c'est un projet d'appartement sur Clermont-Ferrand, qu'on achète demain d'ailleurs. On signe la Ok. réclamation demain matin. Et une maison qui est entièrement à rénover. Donc là, pareil, la valeur ajoutée, c'est plus la rénovation. Il n'y a pas de détachement ou quoi que ce soit, mais là, on vise plutôt la situation, que les biens sont extrêmement bien placés sur la commune. Ok.
Et dans les compromis, tu mets des clauses suspensives spécifiques par rapport à notamment le premier projet qui est peut-être le plus compliqué en termes Ouais, alors d'urbanisme, d'autorisation et tout ouais, ça. ouais, le premier projet. C'est quel type de clause que tu mets? Alors le premier projet, disons qu'on a eu l'avantage de toucher un petit peu à tout. C'est-à-dire que il a fallu qu'on dépose une déclaration de travaux pour la grange, parce qu'on a effectué des travaux, donc il fallait qu'on puisse la transformer en habitation. Donc là, on a déposé une déclaration justement de travaux. Donc c'était une des premières conditions que la déclaration soit acceptée et purgée. Conditions de financement, pardon. Ce qu'on avait décidé donc de financer les travaux de l'opération. Et je crois que Et c'était après, pour tout la pour cette division opération-là. du terrain, ça, tu le fais Ouais. Parce que je sais qu'il y a des choses que en fait, le vendeur doit faire, c'est ça, hein, enfin, par rapport aux Alors là, histoires de TVA et tout ça, je suis pas expert, mais je ouais, mais sais que là, parfois c'est les un cas un peu vendeurs, ils doivent faire quelque particulier. chose. Ouais. Exactement. Donc, ils font quelque chose si, par exemple, tu détaches les terrains, si tu détaches un terrain à bâtir, mais qu'il y a déjà un bâti dessus. Là, si tu revends un terrain avec un bâti existant, c'est une question de TVA, en effet, ou TVA, enfin, que je dis pas de bêtises, mais en gros, tu es sur une TVA intégrale si le propriétaire ne fait pas la division en amont. Enfin, je vais pas dire de bêtises, mais de mémoire, Hmm. ça. Donc, c'est une question de TVA. Mais Parce que là, bien par sûr, quand rapport à tu es notre, marchand, si tu fais tout dans l'ordre, tu payes la TVA donc que sur la marge que tu effectues et pas sur le chiffre d'affaires. Heureusement, parce que sinon, ça vaudrait pas le coup de bosser. Parce que si tu c'est achètes sûr. 300 et tu vends 400, mais dans les 400, il y a 20% de TVA, ça va pas trop bien se Il passer. reste plus grand-chose derrière. Non, non, c'est certain. Ouais, Donc, ok. non, c'est tout ça à prendre en compte. Ouais. Donc là, en général, donc là, sur cette opération-là, on avait mis que ça en conditions suspensives. Et Hmm. sur une autre opération, on a rajouté, et ça, c'est ce qui est bien également, une condition de pré-commercialisation. Ça veut dire que, en tant que marchand de biens, tu peux, si tu trouves un bien qui est vraiment intéressant et que tu arrives à l'acheter à un prix défiant toute concurrence et que tu prétends pouvoir le vendre même un petit peu plus cher sans faire aucun travaux, c'est quelque chose qui fait partie aussi du métier. Tu peux négocier une clause de pré-commercialisation, c'est-à-dire que tu vas signer ton compromis de vente, tu rajoutes cette clause-là, et tu peux re-signer un compromis avec un futur acquéreur sans même que toi, tu aies passé ta réitération. Hmm. Voilà, c'est une des spécificités justement du marchand de biens, c'est que tu peux même avoir revendu Hmm. le jour Avant où tu vas d'acheter. passer la Ouais, réitération. ouais. Exactement. Ouais, ouais. Yes. C'est marrant, je crois que ce week-end, quelqu'un m'a parlé de ça, qui cherchait un immeuble, qui est en train d'acheter un immeuble et qui s'est rendu compte que le vendeur, c'était pas, enfin, que c'était un marchand, enfin, voilà, celui qui lui vendait, en tout cas, il n'était pas pour l'instant propriétaire du bien. Ok. Ouais, mais c'est très fréquent. C'est très fréquent, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et c'est facile avec bon, souvent, c'est des biens un peu atypiques. Enfin, c'est pas le bien qui part dans la journée où il y a 30 acheteurs sur le coup. C'est facile de faire passer ces conditions parce que c'est forcément, plus t'as de conditions, Non, c'est c'est pas compliqué. évident. C'est pas évident parce que les gens ont l'impression de se faire un petit peu arnaquer aussi en se disant mais attendez, Hmm. si il revend alors qu'il a même pas acheté, c'est pas c'est pas honnête de leur part. Mais ça dépend parce que finalement on peut aussi proposer entre le compromis et la vente, on peut aussi proposer un projet. C'est-à-dire que si par exemple pour une maison, tu achètes une maison entièrement rénovée, tu peux aussi proposer des plans de ce projet. Donc ta valeur ajoutée, elle est là. C'est de dire, OK, bon, là, la maison, Hmm. elle a que deux Ok. chambres, mais toi, tu la revends avec un potentiel de trois ou quatre chambres en Hmm. faisant tel et tel travaux. Donc, tu peux proposer euh, justement aux futurs acquéreurs de transformer cette maison-là. Donc, c'est eux qui gèrent par contre leurs travaux par la suite. Mais de dire, voilà, aujourd'hui, la maison fait 80 mètres carrés, elle a que deux chambres, mais vous pouvez potentiellement en faire une troisième ou une quatrième. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on essaie de présenter les choses aussi. Ok. Ok. Très Donc, intéressant. tout le monde n'est pas ouvert à ça. Il y a des gens qui sont catégoriques et qui veulent pas du tout qu'il y ait cette clause de mise en place, chose qu'on accepte. Hein. Donc dans ces cas-là, on revend après avoir Hmm. acheté. Mais il y a des gens pour qui ça ne dérange pas du tout. Ok. Et c'est marrant parce que là, j'ai découvert un business il y a pas longtemps que je connaissais pas. Je t'en parlais vite fait en off. En fait, j'ai une bonne connaissance qui veut vendre une voiture, une BMW avec pas mal de kilométrage.
Et c'est hyper galère à vendre parce que, enfin, elle vaut pas grand-chose la voiture. On essaie de la vendre dans les 4 000 euros. Donc voilà, c'est pas encore fait. Et, euh, et moi, bon, j'ai souvent acheté et vendu des voitures, mais c'est un vrai bon. Enfin, c'est comme dans la vie en fait. Quand c'est vraiment pas cher, bah tu tapes un peu les pires profils qui sont très exigeants. C'est comme moi, je vends pas sur Vinted, mais parfois je vois les meilleurs tweets là des Vinted. C'est les gens, ils sont complètement dingues. Ils posent 30 questions pour un truc à 3 euros. Et donc là, elle Et avait ils arrivent été à voir un. négocier en plus. Ouais, ouais. Et, et là, elle a été voir un garage. Et en fait, le principe, c'est en gros, ils prennent des photos et tout, ils le mettent sur une plateforme de d'autres garages. Et en gros, c'est du dropshipping de voitures, quoi. En gros, ils achètent pas toi, tu viens avec ta voiture, ils prennent des photos, ils font une annonce. Et en gros, si dans la semaine, ils ont quelqu'un qui leur propose le prix que eux, ils veulent sur leur plateforme entre marchands, bah, ils te rachètent ta voiture, bah, la moitié, enfin, sûrement la moitié du prix D'accord. que, que le marchand, en face, leur a proposé. Donc, c'est un peu le même concept, quoi, sauf à l'échelle, que la pré-commercialisation à L'avantage, c'est l'échelle qu'ils n'ont pas de. d'engagement à acheter ta voiture. Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais, c'est. Alors que là, en tant que marchand de biens, si tu trouves pas d'acquéreur entre le compromis et la vente, tu dois acheter quand même le Ah, bien. ok, Donc, là, c'est pas une clause suspensive. Tu peux pas non. dire, ah non, j'ai trouvé personne. Ah non, pardon, non, non, c'est pas une clause suspensive. Non, non, c'est une clause qu'on Ouais. rajoute Ok, à l'acquisition, mais en tout cas, tu es obligé d'acheter malgré tout. Hein. ok, d'accord. Ouais. Donc, Ouais, t'es ouais, vraiment ouais, engagé. ouais, ouais, totalement. En tout cas, le business, je trouvais ça brillant, quoi. Surtout, c'est un truc qui a pignon sur rue. Enfin, elle pensait déjà repartir sans sa voiture avec un prix correct. Et puis après, quand elle a appris le business model, elle était assez, assez, Elle prenait pas de risque. assez bluffée. Ouais, ouais, c'est un bon, ce serait pas mal, même produit locatif. Tu dis, bon, alors si j'arrive à trouver un locataire à 800 euros, je vous achète votre appart pour 70 000 euros. Et puis, et puis sinon, ok. Bah, la suite, raconte un peu. Donc là, tu as les 2 projets en cours. Ouais. Comment vous répartissez avec ton associé qui fait quoi? Euh, alors, qui fait quoi? Disons que c'est assez équilibré en fait parce que euh, on essaie de se partager un petit peu la prospection, c'est-à-dire que chacun a son réseau aussi, donc c'est quelque chose qu'on a pu mettre en commun. Justement, donc ça c'est une force qu'on a aussi. Donc on se partage justement les visites, euh, les rendez-vous également. Donc le fait d'être deux quand tu as plusieurs opérations, tu peux très bien avoir un rendez-vous sur l'opération A et en même temps sur l'opération B, avoir un rendez-vous au même moment. Hmm. Donc finalement, on se répartit assez naturellement les choses. Il y en a pas un qui va faire tous les rendez-vous chez le notaire, l'autre qui va se taper tous les rendez-vous avec les artisans. C'est vraiment en fonction des dispos de chacun. Euh, y a pas, chacun touche un petit peu à tout en fait, que ce soit même la Ok. compta. L'idée, c'est d'avoir la mainmise sur l'ensemble du projet, qu'il n'y en ait pas un qui soit mis de côté plutôt que l'autre. L'idée, c'est vraiment de suivre l'ensemble de tous les projets, mais on se partage les choses de cette manière-là. Après, sur la première opération, par exemple, alors c'est pas là où on a une grosse valeur ajoutée en tant que marchand de biens, mais on a fait énormément de travaux nous-mêmes, surtout ce qui est Ok. finition, peinture, pose des sols, des choses où forcément on prend pas trop de risques au niveau des garanties. Et c'est là, sur ces lots-là en tout cas, où on gagne énormément d'argent. Hmm. Donc on a pris la décision sur ce premier projet en tout cas d'effectuer tous les travaux de finition qui nous ont pris quand même pas loin de 5 mois. 5 mois de travaux Ok. non-stop. Donc quand tu passes quasiment ouais, bien 5 jours par semaine non-stop de 7 heures du mat jusqu'à 18-19 heures sur le chantier, t'as pas trop le courage d'aller prospecter le soir. Donc Ah, voilà, faut réussir à trouver un équilibre aussi sur cette partie. et ça, c'est un vrai point, même quand tu es investisseur immobilier, tu sais, tu peux faire les travaux toi-même si tu as le temps, si c'est proche de chez toi. Mais c'est Ouais, vrai que parfois, le temps de faire les travaux, eh ben, tu cherches pas d'autres biens. Donc, après, les financements sont pas illimités. Et puis, il y a des fois où la bonne chose à faire. Mais c'est vrai, nous, on accompagne des investisseurs débutants un peu plus avancés. ouais, J'en ai un là il travaille dans l'industrie et du coup, en fait, il a noté tout le temps qu'il a passé sur ses travaux, un peu des formations professionnelles.
il m'a dit le nombre d'heures qu'il a passé parce que moi, je lui avais dit ça. Je lui avais dit, attention, les heures que tu vas passer, ça prend beaucoup de temps de faire des Bien sûr. travaux et tout. Et il s'y attendait pas. Il m'a dit le nombre d'heures. Je veux pas dire de bêtises, mais non, s'il a pas fait, non, je sais plus, sur 500 heures. Enfin, c'était un Ouais, mais c'est truc passionnant. hyper, hyper significatif, quoi. Donc, c'est sûr que. Et tu en parlais tout à l'heure justement sur le taux horaire, de calculer son Hum, taux horaire et de calculer ta marge en fonction de hum. ça. Très sincèrement, sur cette opération-là, si on ramène le nombre d'heures passées sur le Ouais. chantier, je pense qu'on est pas Hum, loin de la faillite là pour le coup. Mais en tout cas ouais. sur des opérations, parce que pour le coup, pour une première opération en tout cas en association, mettre 300 000 euros sur la table, c'est quand même un gros projet pour nous. Hum, Et disons qu'on n'a pas commencé par un petit studio. On est vraiment parti sur une opération déjà assez conséquente malgré tout. Voilà, tu peux pas te permettre non plus d'enchaîner trop d'opérations parce que là, hum. voilà, on a déjà pu Bien emprunter sûr. sur cette OP. On pouvait pas non plus avoir 10 opérations sur l'année. Voilà, Hum, on a décidé de faire ce choix-là et pour essayer de gagner un maximum sur notre marge, on s'est dit bon bah, ok, on va faire un petit peu de travaux. Bon, on en a fait quand même beaucoup plus que ce qu'on avait prévu initialement, mais c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui de finir notre première année avec de beaux résultats. Ouais, après, c'est ça, c'est aussi un peu ce que tu vas présenter. Faut voir ça aussi, tu vois. Moi, par exemple, vu que je voyage beaucoup, je fais quelque chose que peu de gens accepteraient de faire, mais moi, je le fais, c'est que je loue une partie de ma résidence principale quand je suis pas là. Et en Ouais, fait, franchement, c'est quand même du temps. Ça, je le nie pas parce que quand les gens, bah, ils vont venir, bah, voilà, il y a une partie que je ferme, donc il y a des affaires que je déplace un petit peu. Voilà, parfois je rentre, la femme de ménage, elle est passée ou pas. Enfin, c'est quand même un temps. Par contre, c'est un très bon taux horaire. Je pense que je suis à peu près à 200-300 € l'heure que je passe dessus. Euh, mais peu importe le taux horaire, quand je vais chez le banquier, parce que ça, je le présente à mon banquier. Et il y a des mois où je peux faire 1 500 € si je suis pas là. bien sûr. Euh, et ben, indépendamment de tout le reste, si c'est rentable ou pas, de toute façon, les gens, enfin, tu peux pas réfléchir que en taux horaire parce que Non, tu peux pas dire si je travaille 1 heure de moins, enfin, si je travaille 11 heures ou 10 heures, tu vas pas gagner 10% de moins parce que, en fait, il y a des effets cliqués et tout. Et donc, toi, si tu es marchand de biens et que tu viens et tu présentes, bah, regardez, la première OP, on a fait 100 000 de marge, c'est écrit là, noir sur blanc. ouais, Bah, c'est pas comme si tu as fait 50 000, même si tu as passé trois fois moins de temps. Et donc, les chiffres, c'est aussi ça. Et parfois, un truc tout bête, c'est les appartements avec le chauffage inclus dans les charges. Bah, moi, quand je vais chez le banquier, souvent ils sont moins rentables. Il y a plus de taxes foncières et tout, le chauffage collectif. Mais quand tu vas chez le banquier, bah, tu rajoutes en gros souvent au moins 100 ou 150 € de loyer en c'est plus, parce que moi, je mets facilement. toujours le loyer charges comprises, bien sûr. Et donc, ça, même si en termes d'euros, c'est pas pareil, mais plus tard, ça fera des euros, des petits, quoi. Donc, en tout cas, c'est tout à fait compréhensible ce que vous avez fait. Et puis c'est bon pour la forme, ça se voit, t'es rayonnant. Donc c'est aussi parce que c'est la Merci. fin du. Tu reviens de vacances et que c'est la fin du chantier. Ok. Et juste, j'ai une dernière question que je pose pas souvent, mais que je pose de temps en temps en ce moment, c'est est-ce qu'il y a des erreurs, pas la question genre si tu repartais de zéro, mais est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez peut-être sur ce premier projet ou que dans ton parcours même à un moment tu as pu faire et que maintenant tu referais pas, tu vois? Si je te redonne, ouais, tu ressors de chez le notaire, là, tu as signé le projet, Ouais, euh, mais tu vraiment as dédié toutes au les projet, hein. Pas en général, hein, dédié au projet. sur le projet, ou alors une autre expérience de vie, mais quelque Ouais. chose dans ta vie Euh, où tu t'en serais bien passé. Je sais pas si. si. Alors, cette opération-là, par exemple, Est-ce que par exemple sur les travaux que tu as fait toi-même, tu t'es dit, ouais, il y a des trucs, j'aurais quand même mieux fait euh, d'embaucher ouais, quelques mecs rapidos pour faire ça, ou est-ce que. je t'avoue que quand tu te retrouves à poncer une maison de 160 mètres carrés, alors que t'es en plein hiver, t'as coupé le chauffage parce qu'il n'y a plus de radiateur, tu dis bon finalement, est-ce qu'il aurait pas mieux valu mettre 10 000 euros de plus et le faire faire? Je t'avoue que ça Ouais, nous a vraiment effleuré l'esprit pendant pas mal de temps. ouais. Mais au bout du compte, quand on arrive à la fin du projet, tu dis que les sacrifices que tu as fait et les choix que tu as pu prendre, ça en valait la peine en fait. Donc Mm. pour le coup, sur l'opération
qu'on a mené jusque-là, sincèrement, non, il n'y a pas aucun regret. Je pense qu'on a pris les bonnes décisions. On a passé beaucoup de temps, on a beaucoup Mm. réfléchi, on a tout posé correctement. Et non, sincèrement, j'ai aucun regret sur la partie, en tout cas, professionnelle, Sur en cette tout cas sur la opération. gestion de ce projet-là. Non, 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 pas de projet. Ok. Et après, sur un regret, ouais, je pourrais même pas dire un regret, mais sur la partie perso, euh, si je peux dire, c'est peut-être de pas m'être écouté plus tôt, d'avoir fait Mhm. les choses en fonction des autres. On a souvent tendance à écouter son père, sa mère, ses potes, Mhm. à dire tiens j'ai une idée, je me lance en tant que marchand et finalement bah t'as une vague un petit peu négative qui vient à toi et qui te dit non mais fais pas ça, c'est dangereux. Donc du coup tu cogites et tu passes Mhm. beaucoup de temps finalement à pas franchir le cap. Donc, si je peux avoir un regret, c'est peut-être de pas m'être lancé un peu plus tôt et de pas m'être écouté plus rapidement. Ouais. À la Mhm. limite, ça pourrait être ça. Ouais. Ouais, c'est C'est un toujours conseil que compliqué, je hein. pourrais C'est donner. toujours compliqué. Et souvent, tu as des conseils dans la vie, enfin, des choses que tu as fait. C'est peut-être la 6e fois que tu as entendu ou que tu t'es vraiment dit, bon, là, je vais le faire, que tu le fais vraiment, quoi. C'est même pas le premier qui t'en a parlé, c'est pas le deuxième, c'est pas le troisième. Et c'est sûr que, voilà, faut s'écouter. Et puis, souvent, les gens, c'est des conseils, aimants, hein, qu'ils donnent, hein. C'est que, voilà, ils veulent pas que tu prennes des risques à outrance, que tu perdes tout et tout. C'est Sauf sûr, c'est que, sûr. Après, ça peut être un risque mesuré aussi. bien sûr, Là, pour ma part, j'ai eu la chance justement de bénéficier du chômage pendant 2 ans. hmm, Bah, je me suis tout plus tu as simplement ton dit, autre bah, activité. voilà, c'est ça. Si ça marche pas, bah tant pis. Je retrouverai un Hmm, boulot en tant que salarié dans un domaine qui me plaît. Après, il y a pas d'obligation à se lancer dans l'entrepreneuriat, hein. Il y en a qui s'épanouissent hmm, parfaitement en étant salarié, bien sûr. qui font de très belles carrières. Mais voilà, mais ça se prête vraiment à tout type d'activité, tout type de projet. Je pense Yes. c'est important de savoir s'écouter en fait et de foncer en fait. T'as l'idée en Hmm, tête, ça te plaît, fonce et puis ben si tu te casses la gueule, tant pis, et tu hmm, feras autre chose. yes, C'est pas ça gênant. roule. Ok. Si on veut te contacter, comment on fait? Instagram, Instagram, Instagram essentiellement, je suis assez réactif. J'ai déjà tu pas seras mal de demandes justement tagué. sur des gens qui veulent se lancer. C'est Hein. le métier un petit peu en vogue, je trouve, le métier de Hmm, marchand. Donc j'ai certaines demandes, ouais, des gens qui me demandent un petit peu comment ça se passe, quel est le hmm. quotidien d'un marchand de biens. Donc voilà, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir Et, de pouvoir y répondre. et tu peux nous donner ton pseudo oralement? Parce qu'il y a des gens qui C'est conduisent, hein, qui sont Roman, Roman ROMAN, ouais, underscore MNZ. MNZ. Eh ben, écoute, merci de nous avoir partagé ton expérience, ton Merci aventure. pour Je te souhaite l'invitation. tout le meilleur et puis ben, on se croisera. Apparemment, on s'est déjà croisés. Ouais, euh, avec les gentlemen, ouais. et donc, ben, on se recroisera à l'occasion. À très Avec grand bientôt. plaisir. Bye À bye. bientôt. Et voilà, j'espère que vous avez tiré des bonnes leçons de l'épisode avec Roman. Pour ceux qui étaient, donc je vous rappelle, si vous voulez rejoindre l'Académie des Gros Billets, une communauté super déterminée, vous avez accès à toutes mes formations pour un prix dérisoire. Vous pouvez en plus m'appeler pour vos projets de négociation, vos projets de podcast, vos projets, un peu votre parcours immobilier. Vous avez accès à tout ça. Pour ceux qui étaient en vacances et qui, oh, shame on you, vous avez raté les épisodes de l'été, je vous rappelle un peu les 3 derniers épisodes. Donc, le dernier épisode, c'était avec Bruno, le fondateur de Monsieur Hugo, prélever directement les loyers sur le compte de ses locataires, se passer de gestionnaire locatif. L'épisode du 7 août, c'était avec Franck, Bye bye l'éducation nationale, comment un ex-prof a construit son empire locatif en 19 mois. Et l'épisode de fin juillet, c'était Tesla, investir à Berlin et à Barcelone et travailler aux 4 coins du monde avec Mathieu, qui était à un moment notamment le deuxième employé de Tesla Europe et qui était nomade digital un petit moment avant de se poser à Barcelone et il nous explique voilà, comment il a pu investir en Allemagne, comment il a pu investir en Espagne et pourquoi il est allé en Espagne, notamment pour les enfants. Je ne sais plus s'il a un enfant ou plusieurs, je crois qu'il n'en a qu'une. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos, sinon vous allez sur mon site www.grosbillet.com. Je vous souhaite le meilleur. Moi, il me reste à peu près 3 heures de vol et à très bientôt. Bye bye.